1990, c'est le bras de fer, une lutte au sommet entre deux pilotes et deux écuries légendaires. Senna contre Prost, McLaren contre Ferrari, l'apogée de rivalité iconique de la Formule 1. Mais 1990, ce sont aussi des outsiders, des pilotes et des écuries qui sortent de l'ombre et qui brillent aux yeux de tous. Épisode 06 de notre season review, et j'invite ceux n'ayant pas vu les précédents à les visionner afin de bien comprendre le contexte. Quant aux autres, je vous souhaite un bon épisode. Direction le Mexique pour un Grand Prix en altitude qui va bouleverser la saison. Situé à plus de 2000 mètres d'altitude, le circuit Hermanos Rodriguez offre un challenge intéressant sur plusieurs points. D'une part, sa longue ligne droite demande un moteur en forme et avec l'altitude, les performances de ces derniers sont affectées. Densité d'air moindre et donc perte de puissance. Techniquement, ce tracé propose beaucoup d'enchaînements dans sa partie retour. Des enchaînements de gauche-droite assez physiques à moyenne vitesse. De plus, avec une distance relativement courte, le nombre de tours est plus élevé qu'ailleurs et les pilotes pourraient avoir le tournis sans oublier les nombreuses bosses. Enfin, le dernier virage en banking de ce circuit mexicain offre de sacrées images, mais également un défi redouté par les pilotes. Philippe Alliot peut en témoigner. Ici, celui qui a franchi la ligne d'arrivée en premier au Canada avait remporté sa toute première victoire en carrière 4 ans plus tôt avec sa Benetton. De plus, pour cette édition, le circuit Hermanos Rodriguez s'est vu modernisé avec un revêtement neuf. Mais les pilotes se plaignent encore des bosses et Bernie Ecclestone demande aux organisateurs de refaire le revêtement pour 91. Sous peine de sanctions, bien évidemment. D'ailleurs, Ecclestone fait parler. La Formule 1, c'est un business très lucratif qui génère beaucoup d'argent. Depuis 1976, celui qui gère les revenus télé, c'est Bernie Ecclestone. Il négocie avec les télévisions et fixe le prix. La télé attire les sponsors, les spectateurs et donc de l'argent. Donc Bernie est le maître de la F1. En 1989, la F1 a eu 15 milliards de téléspectateurs dans le monde sur toute l'année et le pays le plus fidèle, c'était le Japon avec plus de 260 millions de téléspectateurs. Ça s'explique par le duel intense entre Senna et Prost. Pour ce qui est du Japon, l'implication de Honda est en plus. Ecclestone veut donc se faire toujours plus de fric. Il veut augmenter les tarifs et il a bien compris que le marché japonais est très intéressant. Au Japon, deux grandes industries télévisuelles se tirent la bourre, Fuji TV et NHK. Bernard fait alors jouer la concurrence entre ces deux rivaux pour augmenter les tarifs au pays du soleil levant. Fuji TV doit donc s'aligner pour garder l'exclusivité de la Formule 1. Et dans les autres pays, c'est à peu près la même chose, le duel Senna-Prost attire. En France, TF1 perd ses droits télé au profit de la chaîne La5. 3 ans d'exclusivité à 33 millions de francs, soit l'équivalent aujourd'hui de plus de 8 millions d'euros. C'est pas rien. Et ça fait bien chier TF1. La F1 n'attire pas que les télévisions, elle attire aussi des écuries. On le voit depuis 1987 et l'annonce du bannissement des moteurs turbo, beaucoup d'équipes ont vu le jour, les coûts ayant bien baissé. Et une équipe de Formule 1 100% mexicaine pourrait voir le jour sous l'impulsion d'un certain González Luna. Une équipe qui porterait le nom de GLAS, González Luna y Asociates. Cette équipe serait faite en partenariat avec Lamborghini où un certain Mauro Forghieri travaille déjà sur les futurs châssis. Bon, il apparaît bien vite que seul GLAS ne pourrait pas arriver convenablement en Formule 1, alors González Luna s'associe avec des Italiens. Parmi les pilotes, on retrouverait Mauro Baldi et Giovanni Aloi. Et selon le plan, en attendant 1991 et son arrivée, cette équipe doit faire une démonstration en Mexico. 800 invités, mais le jour J, González Luna est introuvable. En effet, ce monsieur est recherché par Interpol pour des affaires en lien avec la coca. Bilan, cette équipe est déjà finie, mais Lamborghini se retrouve donc avec 2 châssis de Formule 1 prêts à rouler sans personne pour les exploiter. Voilà qui pourra en intéresser certains pour 91. Revenons à Mexico. Sur les 5 premières courses de la saison 1990, un homme est parvenu à se détacher. Ayrton Senna compte 12 points d'avance sur son dauphin et équipier Berger. Chez McLaren, on savoure malgré quelques alertes des pilotes sur la performance et la fiabilité.
En d'autres termes, ça pourrait être encore mieux. Derrière, Ferrari a du retard à l'allumage. Depuis le début de l'année, les rouges se veulent rassurants tout comme Alain Prost. Mais après 5 courses et malgré tout une victoire, on s'impatiente un peu. Mexico doit voir Ferrari reprendre le dessus et challenger concrètement McLaren. Et des aménagements sont faits avec notamment le départ d'Enrique Scalabroni, le numéro 2 du département technique. Du coup maintenant c'est Steve Nichols qui est seul à la tête. De plus, Cesare Fiorio a proposé un nouveau contrat pour 1991 à Nigel Mansell, mais ce dernier s'est senti insulté. Baisse drastique du salaire et l'anglais se déclare donc libre sur le marché des transferts. Voilà qui va bien l'agiter. Parmi les cartes les plus importantes du paddock, il y a Jean Alesi. L'Avignonnais est très convoité et ne cache pas son désir de gagner. Pour cela, il faudrait quitter Tyrrell. Ferrari le convoite, mais un certain Pierre Van Vliet, journaliste belge, annonce que Frank Williams aurait proposé 15 millions de francs pour le français. Il ferait équipe avec Riccardo Patrese en 91 à la place de Thierry Boutsen dans sa place chez Frank est bien menacé. Rapide, le belge manque peut-être d'autorité pour s'affirmer comme un leader. Mais n'oublions pas Ayrton Senna, incertain au début de la saison, rassuré par McLaren et Honda, mais il n'a pas encore des idées arrêtées. Le marché des transferts devient de plus en plus chaud. Plus loin dans le paddock, on apprend que Hugues de Chenac a quitté AGS quelques jours avant le week-end mexicain. Cette équipe française talentueuse manque de moyens, et ce, malgré la restructuration du nouveau propriétaire Cyril de Rouvre. Ce dernier n'apprécie pas le départ de son chef d'équipe Hugues de Chenac, et il le fait savoir. Cette équipe varoise semble avoir tout pour faire de bonnes choses, mais les différentes histoires concernant les revenus et les sponsors ont mis un coup dans l'aile dans ce projet. Les deux pilotes, Gabriele Tarquini et Yannick Dalmas, sont talentueux, mais il faudrait un miracle pour accrocher des points salvateurs. Aguri Suzuki et Eric Bernard nous font de belles frayeurs sous la pluie le samedi. 2 accidents violents mais heureusement sans gravité. Gerhard Berger poursuit sur sa lancée du Canada avec une magnifique pole position devant Riccardo Patrese. Senna et Mansell sont juste derrière. Alesi est de nouveau dans le top 6 et Pierluigi Martini réalise une nouvelle qualification impressionnante avec le 7ème temps juste devant Piquet. Modena place à Brabham dans le top 10 et on retrouve à la 13ème position Alain Prost. Le français a eu énormément de mal avec ses pneus et s'est plaint d'un moteur poussif. Nannini est juste derrière. De Cesaris et Pirot placent leur Dallara au 15e et 18e rang tandis que Grouillard réalise une belle 20e place. Les Ligiers sont très loin avec les 22e et 24e chronos. Roberto Moreno a été disqualifié après avoir reçu une aide pour repartir après un tête à queue, et cela permet à Leto de prendre la 26e et dernière position. Éliminés le samedi, nous avons Capelli, Gugelmin et Caffi. Les Leyton House sont sous la menace des préqualifications en deuxième partie de saison. Éliminés le vendredi matin, nous avons les deux AGS, Bertrand Gachot, Claudio Langes et Bruno Giacomini avec sa Life réalisant une pointe de vitesse à 120 km/h. Un tour en 4 minutes 4, soit 167 secondes derrière Berger. Triste. La Coupe du Monde de foot bride l'affluence des spectateurs pour ce Grand Prix du Mexique, d'ordinaire très populaire. La question des pneus est cruciale ici et pourrait faire toute la différence. La quasi-totalité des pilotes choisissent les médiums. Quant à Prost, il reste calme malgré sa lointaine 13e place. Les feux rouges s'allument et au feu vert, Patrese fait l'envol du siècle et prend immédiatement la tête. Mansell 4ème est également bien parti. Les 26 voitures foncent vers le premier enchaînement à plusieurs centaines de mètres devant. Berger se blottit dans l'aspiration de Patrese tout comme Senna. L'Italien protège l'intérieur au freinage et il conserve la tête tandis que Senna prend la 2e position. Les 26 voitures passent le premier virage et Senna menace aussitôt la Williams. Patrese se décale et Ayrton manque de perdre sa McLaren. Il se ravise. L'Italien mène donc devant le poliste, Berger, Boutsen, Piquet, Mansell, Alesi, Warwick, Martini, Donelli, De Cesaris, Nannini et Prost, 13e à la fin du premier tour. Senna n'attend pas et prend la tête à Patrese dans l'entame du 10e tour et Berger lui emboîte le pas. Dans la longue phase de pleine charge de la ligne droite de départ-arrivée, la puissance des moteurs est cruciale de même que l'aspiration. Patrese manque de rythme et perd des places. Cette fois-ci, c'est Boutsen qui le double alors que les McLaren s'échappent. Prost est toujours englué dans le trafic mais remonte petit à petit. Il prend la 10e place dès le 3e tour. Berger attaque pour ne pas laisser Senna s'échapper. L'Autrichien croit au titre et compte se racheter de son erreur du Canada.
Derrière, ça se bastonne. Alesi et Mansell luttent pour la 6ème place tandis que Larini et Barilla se rendent coup pour coup. Prost affiche un très beau rythme en ce début de course et fait parler son agressivité. Il est maintenant coincé derrière les Lotus de Warwick et Donnelly. Le Français doit être intelligent, il ne peut pas prendre tous les risques. 10e tour, abandon d'Emmanuel Pirot sur casse-moteur, puis ce sont les Japonais Nakajima et Suzuki qui s'accrochent. Puis c'est Bernard qui doit se retirer au tour suivant sur souci de frein. Les Delaroux sont rendus là dans seulement 2 tours d'intervalle. Au 13e tour, Berger lance des hostilités stratégiques. Il repart 12e. Dans le même temps, Prost dépasse Alesi. Alain est remarqué et il fonce sur son équipier bloqué par Patrese. L'Italien est en perdition et s'incline sur l'Anglais au 22e tour. Le Français doit maintenant trouver l'ouverture et il se montre pressant. Mais Patrese tient la Ferrari derrière et c'est alors que Nannini revient. Prost doit impérativement se débarrasser de cette Williams pour poursuivre sa remontée. Il y parvient dans l'entame du 26e tour au premier virage. Le voilà 5e. Derrière, Berger attaque fort pour monter et profite de ses pneus tendres à gauche, mais il a du chemin à parcourir. On retrouve alors à la lutte pour la 2e position 2 vieux rivaux. Mansell chasse la Benetton de Piquet, encore une fois bien placé. Le Brésilien montre depuis le début de l'année qu'il est toujours très bon, mais au 37e tour, il ne peut résister à Mansell. Un peu plus tard, Berger prend la 8e place à Patrese. L'Italien s'arrête au stand dans la foulée et ressort 11e. Difficile journée pour le pilote Williams. Puis c'est au tour de Piquet de s'arrêter. Prost est maintenant 3e et toujours sur un bon rythme. Il fait la jonction sur Mansell qui, lui-même, roule plus vite que Senna. Le Brésilien perd du rythme car victime d'une crevaison lente. Nous sommes dans l'entame du 55e tour et les deux Ferrari remontent sur les retardataires. Wojtek ne réagit pas et freine Mansell qui se fait aussitôt déborder par Prost très réactif. À 15 vueltas para terminar, Prost est maintenant en 2e position à 9 secondes de Senna en tête. Au vu de son rythme, on pouvait s'attendre à ce que Prost s'arrête au stand, mais non, le Français est simplement au-dessus du lot. Il s'échappe inexorablement de Mansell et voit poindre à l'horizon l'aileron de la McLaren, son plus grand rival. Les tours s'égrènent ici à Mexico, mais le Français réduit considérablement l'écart. Seulement 5 tours après s'être débarrassé de son équipier, Alain Prost est dans la roue d'Ayrton Senna. Le bras de fer commence entre ces deux hommes. Le Français se montre, mais se ravise aussitôt pour mieux attaquer dans la ligne droite. Nous sommes dans le 60e tour. Senna surveille ses rétros, mais il n'est pas dupe. Il sait qu'il ne peut pas résister à la Ferrari très longtemps, mais malgré l'intimidation de Prost, il conserve la tête. Alain va devoir attendre. Impossible de doubler dans sinueux et Mansell remonte. Senna est plus que jamais menacé et avec encore 8 tours à faire, il sera difficile de tenir. Les 3 hommes de tête se tiennent en moins d'1 seconde et dans ce 61e tour, Prost se décale à l'intérieur et s'impose au freinage. La Ferrari vire en tête de la course alors qu'elle partait 13e. Quelques kilomètres plus loin, Prost est déjà hors de portée pour Senna et Mansell veut offrir le doublé à Maranello. Senna n'est pas idiot et sait qu'il a plus à perdre qu'à gagner en luttant désespérément. Il fait signe à Il Leone de le doubler. Un tour après Prost, Mansell dépasse Senna. Mais ce n'est pas fini pour le Brésilien qui est en délicatesse avec son pneu arrière droit. Il tente de résister au retour de Berger 4e. C'est alors que dans la ligne droite principale, le pneu malade éclate. Ayrton tient sa McLaren et regagne tranquillement les stands. Grosse désillusion pour le poliste qui va perdre gros. Puis surprise, Mansell part en tête à queue tout seul. Il évite malgré tout le rail, mais permet à Berger de recoller. Ce Grand Prix est complètement fou et Berger a Mansell à portée de tir. Il slalome entre les retardataires et se rapproche. L'Autrichien est en feu et bien qu'il ne soit pas collé serré avec le moustachu, il plonge au premier freinage. Une manœuvre désespérée qui surprend Nigel. Berger est maintenant 2e et pourrait revenir à seulement 6 points de son équipier au championnat. Mais Mansell n'a pas encore rendu les armes. Dans l'avant-dernier tour, il tente l'extérieur au premier virage, mais ça ne passe pas. Il ne reste que très peu de temps pour faire le doublé et Nigel retente sa chance au freinage suivant. En vain. La Ferrari est dans l'aileron de la McLaren durant tout le tour. Les deux hommes sortent de la portion sinueuse et sont dans la ligne droite de retour. C'est alors que l'Anglais nous éblouit par son talent et sa témérité. Il réalise un extérieur monumental sur Berger dans le banking du dernier virage. Cette course est folle. Berger ne peut contre-attaquer et reste derrière au premier freinage. Mansell a fait le plus dur.
Devant, Alain Prost boucle le dernier tour et remporte certainement la plus belle de ses victoires en Formule 1. Partant 13e sur un rythme diabolique, le triple champion du monde se relance comme il faut. De même que Ferrari qui réalise le doublé. Les rouges sont de retour. Nannini est 4e devant Boutsen et Piquet qui prend le point de la 6e place. Allez-y échoue à la porte des points. I've prepared the race very well this morning, and also I asked to the team to show me when I was early in the race if I was slower or quicker than the guy leading the race. In this case, I did not want to push too much, because when you are behind some cars on this track, you have a big chance to destroy the front tires. So I had a bit of understeer behind some cars. It was very easy to catch up the cars, but as soon as I was behind them, it was a bit difficult, especially because I started the race with much less wing to be quicker in the straight. So the car was better and better, and I had no problems at the end of the race. It's a good job. I know Gerhard well from last year, because when he overtook me, I think there wasn't that much. Yeah, I mean, basically I think we were side by side, and I'd made my mind up that I was just going to go in there flat, and that's exactly what I did, and fortunately Gerhard lifted. I did quite good race. It was very funny in the end with Nigel. I was very close in the overtaking. I have to say thank you. He opened a little bit, otherwise it would be too late. And then he overtook me again outside in the quick corner, and I had to lift off because it was too dangerous if we would go both flat out in the corner. And then was again close in the last lap, because there was another car slow in front of Nigel. And I saw, okay, now I will try again. But the car moved a little bit inside, and I wasn't sure he saw me or not, so it was too dangerous to stay flat out. So I lifted a little bit too, and it was not enough. Dans le stand Ferrari, c'est l'euphorie. Cesare Fiorio saute dans les bras de son pilote vainqueur. Ferrari est de retour. Alain prend la deuxième position à égalité avec Berger, le tout à 8 longueurs de Senna dont le compteur reste bloqué. Tout est relancé. 4e à égalité également, on retrouve Piquet, Mansell et Alesi. Au championnat constructeur, McLaren garde malgré tout de l'avance, mais Ferrari se rapproche avec ce doublé. Quant à Benetton, ils reviennent à égalité avec Williams 3e. Tyrrell semble esselé. Ce succès mémorable de Prost tient peut-être sa clé dans l'état d'esprit du Français après une qualification ratée. En effet, après cette déconvenue, le Français a complètement changé de réglage, préférant une voiture plus tournée vers la vitesse de pointe, et ça a payé. Quant à Senna, le Brésilien est amer. Une grosse partie de son avance a fondu au moment où son pneu a éclaté. Pourtant, il l'avait signalé à la radio, mais son ingénieur lui a dit de ne pas s'inquiéter et de continuer. Ayrton s'en veut car il aurait pu rentrer au stand et changer de gomme. Comme on a dit avant la course, les pneus étaient bien la clé de la victoire. Après ce Grand Prix du Mexique complètement fou, le championnat est bien relancé. Ferrari semble enfin capable de challenger les McLaren et Senna a de quoi s'inquiéter car le prochain Grand Prix a lieu en France au Paul Ricard. Mais ça, c'est pour le prochain épisode. J'espère que cet épisode 06 vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire sur la plateforme. Je vous invite à aller voir en description les liens d'Ed l'Oméga qui a fait quelques musiques pour la série, notamment la musique d'introduction. Vous trouverez également en description quelques liens qui me concernent, soyez curieux. Sinon, je vous donne rendez-vous lundi prochain, 21h en première sur YouTube, pour l'épisode 07 de 1990, Le Bras de Fer.